Bonjour, nous continuons avec notre formation sur la programmation C# ainsi que les structures de contrôle. Dans la vidéo précédente, on a essayé de parler sur les structures conditionnelles. Alors, aujourd'hui, on va parler sur ce qu'on appelle des structures itératives ou soit des boucles. Alors, comme j'ai toujours dit, en programmation, quand vous apprenez une notion, une structure, comme les structures itératives, posez-vous des questions essentielles. Donc, ayez toujours l'habitude de vous poser des questions essentielles. La première question, c'est quel est le cas d'utilisation de cette structure, de cette chose-là, c'est-à-dire dans quel cas on va l'utiliser. Et la deuxième question, c'est comment l'utiliser. Par exemple, nous avons parlé des variables. Vous vous posez la question, quel est le cas d'utilisation d'une variable? C'est-à-dire, dans quel cas on utilise une variable? Et ensemble, nous avons vu que on utilise une variable si on a besoin de stocker des informations. Voilà, ça c'était le cas d'utilisation d'une variable. Donc, si vous avez besoin de stocker les informations, vous allez utiliser une variable. Ça, c'est logique. Alors, la deuxième question, c'était comment maintenant utiliser des variables? On avait dit qu'il fallait déclarer ça, on doit affecter une valeur, récupérer, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons des structures itératives qu'on appelle aussi les boucles. Dans quel cas maintenant faut-il utiliser une boucle ou dans quelle situation ça va nous servir à quelque chose? Alors, pour cela, je commence par un exemple. Regardez. Nos téléphones, nos systèmes sont protégés par des mots de passe. Et pour accéder au téléphone, soit au système, il faut taper les mots de passe. Alors, quand vous tapez les mots de passe, le système va vérifier si c'est correct. Vous avez accès au système. Si c'est incorrect, vous êtes obligé de recommencer. Donc, vous tapez encore le mot de passe. Si c'est encore incorrect, vous êtes obligé de retaper encore le mot de passe. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous faites la même chose plusieurs fois. Donc, retenez que lorsqu'on doit répéter une séquence d'actions plusieurs fois, c'est dans ces cas-là qu'on va utiliser une structure itérative qu'on appelle une boucle. Donc, lorsqu'on doit répéter une séquence d'actions plusieurs fois pour les mots de passe, vous faites la même chose plusieurs fois. On vous affiche mot de passe incorrect, recommencez. Vous réessayez. Si c'est incorrect, on vous affiche encore mot de passe incorrect, recommencez. Donc, le fait de quand vous devez gérer un truc qui doit recommencer, donc vous devez recommencer ou répéter une séquence d'actions plusieurs fois. Là, vous allez utiliser une structure itérative. Un autre cas, par exemple, on atteint un nombre positif de la part de l'utilisateur. Donc, il va continuer à saisir le nombre tant que le nombre qui saisit est incorrect, c'est-à-dire si c'est négatif. Alors, on a 4 boucles qu'on va essayer de voir en C#. Il y a la boucle for, il y a la boucle while et do while. Bon, c'est la même chose, juste une petite différence. On va voir ça. Et enfin, vous avez la boucle for each. Alors, je viens de dire que une boucle permet ou répète un bloc d'instruction tant qu'une condition est vraie pour chaque élément d'une collection. Donc, une boucle, j'ai ajouté une précision dans la définition. Ça permet de répéter un bloc d'instruction tant qu'une condition est vraie. Donc, tant que le mot de passe est incorrect, vous allez répéter, vous allez afficher à l'utilisateur un mot de passe incorrect, recommencer, ainsi de suite. Et ça permet aussi de parcourir chaque élément d'une collection. C'est-à-dire, vous avez par exemple un tableau, un ensemble de plusieurs valeurs. Grâce à une boucle, on peut parcourir facilement tous les éléments de cette collection. Alors, une boucle, quels sont le rôle d'une boucle? Une boucle nous permet d'éviter la répétition, comme j'ai dit ici. Au lieu d'afficher et saisir les mots de passe, avec une boucle qu'on peut facilement écrire, on n'aura pas à répéter l'écriture de ces instructions plusieurs fois. Une boucle permet de faire aussi des calculs itératifs, la somme, la moyenne, la factorielle, ainsi de suite. Une boucle nous permet aussi de parcourir des données avec des collections. On peut des tableaux, des listes, on peut parcourir tous les éléments d'un tableau. On va voir ça un peu plus quand on va parler des structures de données, des listes et tout ce que vous voulez.
Et aussi, une boucle permet aussi d'attendre un événement. J'ai dit tout à l'heure ici, si nous voulons que l'utilisateur puisse saisir un nombre positif, alors tant qu'il saisit un nombre négatif, il va recommencer. Donc nous sommes là pour attendre l'événement. C'est quoi l'événement? Et que l'utilisateur puisse saisir un nombre positif. Voilà quelques rôles d'une boucle. Et là, vous avez, d'une manière générale, le fonctionnement, l'ordinogramme d'une boucle. Alors, d'une manière générale, ici, par exemple, on illustre avec un programme qui va faire la somme de n nombres. Ici, pour notre illustration, on a mis n égale 5. Alors, d'une manière générale, comment fonctionne une boucle? Ici, on va tester la condition. N, c'est 5, I, c'est 0, I, c'est 1, pardon, et la somme, c'est 0. On vient ici, on commence par tester la condition. Est-ce que I, à ce stade, I, c'est 1. Est-ce que A est inférieur ou égal à 5 parce qu'on a pris N égale 5? Oui, la condition est vraie. Si la condition est vraie, on entre dans la boucle. On dit somme égale somme plus I. La somme, c'est 0. I, c'est 1. 0 plus 1, ça fait 1. La valeur des sommes, c'est 1. C'est ce qui est là-bas. Somme égale 1. Ensuite, I égale à I plus 1. I, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Donc ici, I égale 2. Alors, quand on arrive à la fin des instructions de la boucle, on ne sort pas directement. Automatiquement, on rentre encore pour tester une condition de c'est pourquoi on appelle ça une boucle. On rentre encore, I maintenant ce 2, on vérifie, est-ce que 2 est inférieur ou égal à 5? Oui, D est inférieur ou égal à 5. Donc, D inférieur ou égal à 5. La condition est vraie, on entre dans la boucle. On dit somme égale somme plus I. Somme est égale à 1. I maintenant c'est 2. Donc 1 plus 2 ça va faire 3. Somme maintenant c'est 3. I égale I, c'était 2 plus 1, ça fait 3. Alors, I égale 3. Au lieu de sortir, non, on rentre encore pour vérifier la condition. I maintenant c'est 3. 3 inférieur égal à 5, c'est vrai. On entre encore. Somme, c'était 3 plus I qui est 3 maintenant. Somme égale 6. Je crois que c'est bon. Et I égale I plus 1. I c'était 3 plus 1, ça fait 4. Donc la valeur de I maintenant c'est 4. Au lieu de sortir de la boucle, on rentre encore pour tester la condition I égale 4. On fait la même chose comme c'est vrai parce que 4 est inférieur ou égal à 5. On entre dans la boucle, on calcule somme. Somme c'était 6 plus I qui est maintenant 4, ça fait 10. La valeur de somme maintenant c'est 10. On vient ici, I égale I plus 1. I c'est 4 plus 1, ça fait 5. Donc la valeur de somme maintenant, la valeur de I c'est 5. Je suis là, je ne sors pas, c'est une boucle, je rentre encore pour tester la condition. Est-ce que 5 est inférieur ou égal à 5? C'est vrai, on entre encore dans la boucle. Donc, tant que cette condition est vraie, on va exécuter tout ce que vous allez mettre dans la boucle. Alors, on dit somme égale somme plus I. Somme c'était 10, I maintenant c'est 5. 10 plus 5 ça fait 15, donc somme égale 15. On vient ici. I égale I plus 1. I c'était 5 plus 1, ça fait 6. Alors, au lieu de sortir, on rentre encore ici. Est-ce que 6 est inférieur ou égal à 5? C'est non. Maintenant, la condition devient fausse. On se fait quoi? Là, on sort, on affiche la somme qui est 15. Voilà. C'est comme ça qu'une boucle fonctionne en général. Donc, si la condition est vraie, on reste dans la boucle. Et si la condition ou dès que la condition devient fausse, là, on sort de la boucle. Ça, c'était d'une manière générale le fonctionnement de la boucle, que ce soit for ou while, ça fonctionne de cette manière. Voilà. On a dit qu'il y a 4 types de boucles. On va commencer par la boucle for. Alors, dans quel cas faut-il utiliser la boucle for? On utilise la boucle for si le compteur est maîtrisé. En d'autres termes, si on connaît le nombre de répétitions, on sait qu'on va répéter autant de fois. Là, vous pouvez utiliser la boucle for. Par exemple, si j'ai besoin d'afficher bonjour 10 fois, là, je peux utiliser la boucle for parce que je sais que je vais afficher ou bien je vais exécuter le contenu de la boucle 10 fois. Là, vous pouvez utiliser la boucle for. Alors, la syntaxe, c'est for, comme ici. For, ça c'est l'initialisation, la valeur du débit. Ici, I égale 1.
Ça, c'est la condition. Comme on a dit, on va continuer tant que I est inférieur ou égal à 10. Alors, I1 inférieur ou égal à 10 et I++, ça, c'est l'incrémentation. C'est-à-dire 1, 2, 3, ça va commencer à ajouter à augmenter les compteurs d'une unité. 1. Ensuite, le compteur sera égal à 2, le compteur sera égal à 3. Et le compteur ici, c'est I. Donc ça va permettre de parcourir de 1 à 10. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la boucle for. Alors, on peut essayer de faire ça dans la pratique pour voir ce que ça donne. Bon, je vais créer un nouveau projet. Nous continuons avec l'application console. Suivant, j'appelle ça boucle. Vous savez comment créer tout ça. Suivant. Voilà. Et je vais créer. Je vais afficher bonjour 10 fois pour illustrer la boucle for. Voilà. J'efface ça. Donc, je déclare la variable i. Je vais déclarer la variable i. Alors, je mets for i égale 1. Je vais commencer à partir de 1. I inférieur ou égal à 10. I++. Et je mets les accolades. Ça veut dire que tout. Là, voilà, ici, c'est pas virgule, c'est point virgule. Il faut bien noter ça. C'est point virgule, point virgule. Alors, quand je mets pour i égale 1, i inférieur égal à 10, c'est-à-dire tant que i est inférieur égal à 10, tout ce que je vais faire ici va s'exécuter. Alors, ça sera combien de fois? Comme là, l'incrémentation, j'ai mis 1 parce qu'on mettait i++, c'est-à-dire on ajoute 1 à la valeur précédente de i. Je commence par i égale 1, c'est-à-dire au deuxième passage, i serait égal à 1 plus 1, ça fait 2. Au deuxième passage, i serait égal à 2 plus 1, ça fait 3, ainsi de suite. Donc, ce que je vais mettre à l'intérieur de ma boucle for va s'exécuter 10 fois. Alors, si je vais par exemple afficher, je mets console, write line bonjour. Console.write line bonjour et console.write line i par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'explique et puis vous allez voir l'exécution. Déjà, je viens de dire que ce que nous avons mis à l'intérieur va s'exécuter 10 fois parce qu'il va aller de 1 à 10. On a dit tant que c'est inférieur ou égal à 10. Donc, ça va aller de 1 jusqu'à 10. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il prend la première valeur qui est 1. On arrive ici, on entre dans la boucle. On voit que 1 est inférieur ou égal à 10. Donc, on entre dans la boucle. Ça va afficher bonjour. Et ça va afficher i, et à ce stade, la valeur de i, c'est 1. Alors, quand on arrive à la fin, là, je peux m'ajouter une instruction ici, console.write line au revoir. J'ajoute par exemple une instruction là-bas, au revoir. Voilà. Alors, quand j'affiche 1, au lieu de sortir pour afficher au revoir, non, comme c'est une boucle, ça rentre encore ici pour incrémenter la valeur de i qui était égal à 1, maintenant i serait égal à 2, ça vérifie la condition. 2 est inférieur ou égal à 10, on entre encore dans la boucle, ça va afficher bonjour, et ça va afficher i, et la valeur de i à ce stade, c'est 2, donc ça va afficher 2. Quand ça affiche D, ça ne sort pas encore pour afficher au revoir, ça rentre encore ici pour incrémenter la valeur de i, qui est maintenant 3, parce que i était 2, 2 plus 1, ça va faire 3. Alors, 3 est inférieur ou égal à 10. C'est vrai, on entre encore dans la boucle, ça va afficher bonjour et ça va afficher i qui est 3. Ainsi de suite, ça va continuer. Quand i est égal par exemple à 10, ça va afficher bonjour et 10. Et là aussi, ça ne sort pas, ça rentre encore ici pour incrémenter la valeur de i, 10. Plus 1, ça va faire 11. Quand maintenant ça arrive ici, 11 n'est pas inférieur ou égal à 10. En d'autres termes, la condition devient fausse. Là, on fait quoi? On n'entre plus dans la boucle, on va afficher au revoir. Alors, je peux exécuter ça. Voilà.
Je crois j'ai expliqué. Vous voyez, ça affiche d'abord bonjour 1, bonjour 2, bonjour 3, bonjour 4, bonjour 5, bonjour 6, jusqu'à bonjour 10. Ensuite, ça va afficher au revoir. Voilà. Alors, autre chose, le pas d'incrémentation. Le I+ n'est pas toujours obligé que ça soit égal à 1. Ça peut être 2, ça peut être 3. Par exemple, si j'ai besoin que les pas soient égales à 2, je peux écrire I plus égale 2. C'est-à-dire, je veux que les pas soient égales à 2. Ça, c'est l'équivalent de I égale I plus 2. C'est-à-dire, on ajoute D à la valeur de I. Celui qui écrit comme ça et celui qui écrit I égale I plus 2, c'est la même chose. Alors, je vous laisse deviner, on exécute pour voir ce que ça va donner quand j'ai défini D comme pas d'incrémentation. Je crois que vous avez vu les résultats. Alors, qu'est-ce qui se passe? I prend la première valeur qui est 1, ça affiche bonjour 1. Maintenant, pour que I puisse prendre la valeur suivante, ça va prendre la valeur actuelle. 1, ça fait plus 2 parce que j'ai défini les pas d'incrémentation sur 2. Alors, 1 plus 2, ça va faire 3. C'est pourquoi la valeur suivante de I, c'est 3. Pour prendre encore la valeur suivante, ça va prendre 3 plus 2 parce qu'on a défini les pas d'incrémentation sur 2. Ça fait 7. 7 plus 2, ça fait 9. Et quand on va faire 9 plus 2, ça va faire 11. On est déjà en dehors de la condition. Voilà, ça c'était en définissant les pas d'incrémentation. Alors ça c'est l'incrémentation, c'est-à-dire on commence d'une petite valeur, on essaie d'avancer vers une grande valeur. Mais il est aussi possible de commencer par une grande valeur pour descendre jusqu'à une petite valeur. Alors ici par exemple si je commençais par 10 pour terminer avec 1, là, je vais mettre I égale 10. Je commence par la grande valeur. Mais la condition va changer. Vous voulez que ça soit inférieur, ça sera supérieur. C'est supérieur ou égal à 1. Donc voilà, là, ça change. Et les pas d'incrémentation, je mets moins. C'est-à-dire, je commence par I égale 10. Et je continue tant que I est inférieur à 1 parce que I est supérieur à 1 parce que là, je suis en train de descendre 10, 9, 8, ainsi de suite. Quand j'arrive au niveau des 0, ça ne marche plus parce que là, ça devient inférieur à 1. Je peux exécuter. Vous allez voir le rendu. Voyez, ça commence par 10, 9 jusqu'à 1. Voilà. Ça, c'était pour la boucle for. Généralement, on utilise ça si le compteur est maîtrisé, c'est-à-dire si on connaît le nombre de répétitions. Voilà, après la boucle for, maintenant c'est la boucle while. Voilà, while qui veut dire tant que, pour ceux qui ont quand même une idée sur l'algorithmique. La boucle while. Comment ça fonctionne? C'est comme j'avais expliqué. On prend le cas du mot de passe. On va faire la pratique de ça. L'utilisateur saisit le mot de passe et on vérifie, supposons que le mot de passe correct sur 1, 2, 3, 4, on vérifie. Si le mot de passe est différent de 1, 2, 3, 4, on entre dans la boucle, on va lui demander de saisir le mot de passe, il recommence. Maintenant, quand il saisit le mot de passe, il n'aura pas directement accès au programme, on rentre encore pour tester si maintenant le mot de passe est correct. Donc, avec la boucle while, on exécute une séquence d'actions tant qu'une condition est vraie. Donc, si la condition est vraie, on entre dans la boucle, on va exécuter tout ce que vous allez mettre entre les accolades. Donc, on exécute tout ça. Quand on arrive à la dernière instruction de la boucle, on ne sort pas immédiatement. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre encore au début pour tester la condition. Si elle est vraie, on exécute encore. Quand on arrive à la fin, on ne sort pas. C'est automatique, ça va encore rentrer ici pour exécuter tout ce que vous allez mettre ici. Alors, et si la condition devient fausse, c'est alors qu'on va sauter ce que vous avez mis dans la boucle pour exécuter ou continuer avec la suite du programme. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la boucle while. Alors, on va tester ça dans Visual Studio pour voir comment while va fonctionner. Donc ici, ça répète tant que la condition est vraie. On teste la condition au début, c'est-à-dire que les instructions de la boucle peuvent ou ne pas s'exécuter parce que dès qu'on arrive ici et que la condition est par exemple fausse de le début, directement on sort sans même entrer dans la boucle. Voilà. Voilà, on va gérer les mots de passe avec while. Donc, je déclare une variable mot de passe, c'est un entier.
je demande à l'utilisateur de me saisir le mot de passe. Console WriteLine, saisir le mot de passe. Saisir le mot de passe. MP égale int.parse. Voilà. Maintenant, il va saisir le mot de passe. Et tant que le mot de passe est incorrect, c'est-à-dire tant que c'est différent de 1, 2, 3, 4, il doit faire quoi? Il doit saisir encore un autre. Il doit ressaisir le mot de passe. Donc, je mets while mot de passe différent. En programmation, c'est point d'exclamation égal. Ça veut dire différent. Alors, ce que je vais mettre entre ces deux accolades va s'exécuter si et seulement si cette condition est vérifiée. En d'autres termes, si le mot de passe qu'il a saisi est comment? Est différent de 1, 2, 3, 4. Donc, si le mot de passe saisi est différent de 1, 2, 3, 4, alors on va exécuter ce qui est dans la boucle. Donc, console.WriteLine. Mot de passe incorrect, recommencer. Mot de passe incorrect, recommencer. Et puis, il doit ressaisir le mot de passe mp égale int.parse. On avait expliqué ça, c'est pour convertir. Voilà, int.parse, console.readline. Voilà. Et à la fin, je vais écrire, par exemple, accès autorisé, console.WriteLine, accès autorisé. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On demande à l'utilisateur de saisir le mot de passe. Ici, on a supposé que le mot de passe correct, c'est 1, 2, 3, 4. On demande à l'utilisateur de saisir le mot de passe. Il saisit le mot de passe. On entre dans la boucle. On vérifie. Supposons qu'il saisit 23. Si 23 est différent de 1, 2, 3, 4, en d'autres termes, 23 est différent de 1, 2, 3, 4, la condition est vraie. On entre dans la boucle, on va afficher mot de passe incorrect, recommencer. Il ressaisit encore le mot de passe. Quand il saisit un nouveau mot de passe, on va pas sortir pour afficher accès autorisé. Comme c'est une boucle, ça va automatiquement rentrer ici pour vérifier encore la condition. Supposons que cette fois-ci, il saisit par exemple 30. Donc, on vérifie 30 est différent de 1, 2, 3, 4, dont la condition est encore vraie. On entre encore dans la boucle, on va afficher mot de passe incorrect, recommencer. Il saisit encore un autre mot de passe. Ça va continuer indéfiniment tant que le mot de passe est incorrect. En d'autres termes, tant que c'est différent de 1, 2, 3, 4. Alors, et quand le mot de passe, supposons que c'est correct, il saisit 1, 2, 3, 4. Maintenant, ça va vérifier la condition. 1, 2, 3, 4. N'est pas différent de 1, 2, 3, 4. Donc, la condition est fausse. Là, ça ne va pas exécuter le contenu de la boucle. Ça va continuer avec le reste. Dans notre cas, ça va afficher accès autorisé. Donc, remarquez que le contenu de la boucle while peut ou n'est pas s'exécuter. Je crois que vous l'avez vu. Ici, par exemple, supposons que la première fois ici, saisit par exemple un mot de passe qui est correct, 1, 2, 3, 4. Quand on arrive ici, 1, 2, 3, 4, différent de 1, 2, 3, 4, c'est faux. Automatiquement, ça va même pas exécuter ça. Ça va directement afficher accès autorisé. Donc, vous remarquez que le contenu de la boucle while peut ou n'est pas s'exécuter. Alors, j'exécute chez moi pour voir ce que ça va donner. Voilà. On m'affiche à saisir les mots de passe. Je saisis par exemple 23. Vous voyez, on m'affiche mot de passe incorrect, recommencer. J'ai saisi encore mot de passe incorrect, recommencer. Mot de passe incorrect, recommencer. Vous voyez, ça on n'a pas précisé. Alors, si je saisis maintenant 1, 2, 3, 4, quand je valide, là on m'affiche accès autorisé. Voilà. Donc ça répète autant de fois tant que le mot de passe est comment incorrect. Mais vous avez remarqué quelque chose, c'est ce que je viens de dire que, regardez, maintenant si j'exécute et dès le premier passage, j'ai saisi un mot de passe correct. J'exécute. J'ai saisi le mot de passe. J'ai saisi 1, 2, 3, 4. Quand je valide, vous voyez, ça m'affiche directement accès autorisé. Donc ici,
Les instructions de la boucle ne se sont même pas exécutées même une seule fois. Ça, c'est la boucle while, c'est-à-dire le contenu peut ou ne pas s'exécuter. Voilà. Mais encore quelque chose ici, vous voyez avec l'exemple précédent, quand j'ai exécuté, je crois que j'ai essayé plus de 3 fois, j'ai essayé 4 fois le mot de passe. Alors s'il arrivait qu'on veut limiter le nombre de tentatives, on se dit par exemple que l'utilisateur n'a droit qu'à 3 essais, comment on va faire? Alors pour améliorer notre système, au lieu qu'il puisse saisir autant de mots de passe comme il veut, on s'est dit bon, il n'a droit qu'à 3 essais. Dans ce cas, on doit ajouter un compteur qui va commencer à compter le nombre de fois que l'utilisateur a saisi les mots de passe. S'il saisit la première fois, compteur égale 1. S'il saisit la deuxième fois, compteur égale 2. S'il saisit la troisième fois, compteur égale 3, ainsi de suite. Alors ici, j'ajoute une variable que je vais appeler compteur. Voilà. Lui, son travail, c'est quoi? C'est lui qui va me dire le nombre de fois que l'utilisateur a déjà saisi les mots de passe. Donc, je viens ici. Quand on affiche le message saisir les mots de passe et qu'il saisit les premiers mots de passe, ça, c'est déjà une première fois. Donc, je mets compteur égale 1. C'est-à-dire, il a essayé une fois. Voilà. Il a essayé de saisir quoi? Une fois, donc compteur égale 1. Alors ici, dans la boucle, supposons qu'il saisit un mot de passe incorrect et que j'affiche le message mot de passe incorrect recommencer. Et là, il saisit les mots de passe. Je dois aussi ajouter compteur plus plus. J'incrémente les compteurs. Si c'était 1, ça sera 2 parce qu'il va saisir pour la deuxième fois. Quand la boucle va revenir encore, s'il saisit, ça sera plus plus, donc ça sera 3, ainsi de suite. Voilà. J'ai ajouté un élément essentiel, la variable compteur qui va me dire le nombre de fois qu'il a saisi le mot de passe. Maintenant, il me reste une chose à arranger. Dans cette condition, on entre dans la boucle si le mot de passe est différent de 1, 2, 3, 4. En d'autres termes, s'il saisit un mot de passe qui est incorrect. Mais il y a quelque chose qui doit s'ajouter parce que si il va plus continuer à saisir les mots de passe tant que c'est incorrect. Et aussi, on doit vérifier s'il n'a pas dépassé le nombre de tentatives. Voilà. Donc, il va continuer à saisir si le mot de passe est incorrect et que il n'a pas dépassé le nombre de tentatives. Ici, on a dit c'est combien? C'est 3. Donc, j'ajoute une condition pour dire tant que le mot de passe est différent de 1, 2, 3, 4 et que le compteur est encore inférieur à 3, c'est-à-dire il n'a pas encore dépassé 3, là il peut continuer à saisir. Voilà, donc tant que le mot de passe est différent de 1, 2, 3, 4, si le mot de passe est incorrect et que le compteur c'est inférieur à 3, en d'autres termes, s'il n'a pas encore dépassé le nombre de tentatives, là on peut lui afficher mot de passe incorrect, recommencer, il peut saisir le mot de passe. Donc, dans cette boucle, on va sortir dans des situations. D'abord, on reste si le mot de passe est différent de 1, 2, 3, 4 et que le compteur est inférieur à 3. Alors, ça, c'est l'opérateur logique, le et. Pour que la condition composée soit vraie, il faut que les deux soient vrais. Donc, il faut que le mot de passe soit différent de 1, 2, 3, 4 et que le compteur soit inférieur à 3. Si le mot de passe est différent de 1, 2, 3, 4 et que le compteur n'est pas inférieur à 3, la condition composée est fausse et on n'entre pas dans la boucle. Ou soit, si le compteur est supérieur à 3, soit si le compteur est inférieur à 3, mais que le mot de passe n'est pas différent de 1, 2, 3, 4, là aussi la condition composée est fausse et on n'entre pas dans la boucle. Pour entrer ou rester dans la boucle, il faut que le mot de passe soit différent de 1, 2, 3, 4 et que le compteur soit inférieur à 3. Là, c'est la condition pour rester ou pour exécuter le contenu de la boucle. Donc, nous comprenons maintenant que pour sortir de cette boucle, il y a aussi des situations. Soit le mot de passe égale à 1, 2, 3, c'est-à-dire le mot de passe est correct, soit le compteur est déjà supérieur à 3. Donc, on peut arranger ici. On s'est dit if mot de passe égale 1, 2, 3, 4. Si le mot de passe est correct, là, on va lui afficher accès autorisé. Voilà. On affiche accès autorisé. Ces histoires de proposition, là, accès autorisé.
else, parce qu'il sort de la boucle qui est dans des situations. La première situation, dans else, sinon, si les mots, soit le mot de passe égale à 1, 2, 3, soit le compteur est supérieur à 3. Donc, si le mot de passe n'est pas égal à 1, 2, 3, 4, ça dit le compteur est déjà supérieur à 3. Là, on va afficher, on va afficher système, par exemple, le système verrouillé. Voilà, système verrouillé. Voilà. On essaie d'exécuter pour voir si ça tient compte de notre amélioration. On a besoin que le nombre de tentatives soit égal à 3. Voilà, j'ai saisi le premier mot de passe incorrect. J'ai saisi le deuxième incorrect. J'ai saisi le troisième incorrect. Là, on m'affiche système verrouillé parce que j'ai essayé 3 mots de passe incorrects. Voilà. On a amélioré notre système. Alors, on a dit que avec la boucle while, les instructions, donc on va continuer à exécuter tant que la condition est vraie, ça c'est, et puis la condition est testée au début, ce qui fait que les instructions de la boucle peuvent ou ne pas s'exécuter. Alors, il y a aussi sa variante qui est la boucle do while, c'est le même raisonnement, c'est toujours la boucle tankée, sauf qu'ici, on vérifie la condition à la fin. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On commence par exécuter au moins, on exécute d'abord une fois les instructions de la boucle. Regardez l'ordinogramme. On exécute une fois les instructions de la boucle. Après avoir exécuté, quand on arrive à la fin, c'est-à-dire à la dernière instruction de la boucle, c'est alors qu'on va tester la condition. Si la condition est vraie, on rentre encore pour tester, pour exécuter les instructions de la boucle. Après avoir exécuté, on rentre encore pour tester la condition. Et si elle est toujours vraie, on rentre encore, on va exécuter autant de fois. Mais si la condition devient fausse, là, on sort pour continuer avec le reste ou la suite du programme. Donc ici, la différence c'est quoi entre le deux? Avec while, on teste la condition au début, c'est-à-dire les instructions peuvent ou ne pas s'exécuter. Avec do while, on exécute d'abord une fois les instructions que vous allez mettre dans la boucle. Donc par exemple ici do. On va afficher au moins une fois. On commence d'abord par afficher les contenus de la boucle. Après, on va tester la condition. Si la condition est vérifiée, on rentre encore pour exécuter pour la deuxième fois. Ensuite, on va encore tester. Si c'est encore vérifié, on rentre pour exécuter pour la troisième fois. Et si la condition devient fausse, alors qu'on va sortir. Mais, donc, je peux dire ceci avec do while, les instructions de la boucle s'exécutent au moins une fois, ce qui n'est pas le cas pour la boucle while. Alors, maintenant, dans quel cas faut-il utiliser while et dans quel cas faut-il utiliser do while? Parce que les deux font la même chose. Il faut utiliser while si vous savez que le contenu de la boucle peut ou ne pas s'exécuter, ça ne dérange pas le programme. Là, utilisez while. Si vous avez besoin que le contenu de la boucle puisse s'exécuter au moins une fois, là, vous devez utiliser do while. Et un détail très important, vous l'avez remarqué, avec while, la fermeture, c'est juste l'accolade. Il n'y a pas de point virgule ici. Ça, c'est while. Avec do while, regardez, vous mettez do, accolade, vous mettez les instructions, vous fermez, vous devez ajouter while la condition. Après la condition, vous devez mettre point virgule à ne pas oublier. Là-bas, pas de point virgule après while, pas de point virgule après les accolades. Mais avec do while, do, les accolades, vous mettez les instructions. Après while, après la condition, vous êtes obligé d'ajouter point virgule. Mais le raisonnement, c'est la même chose. Le D, c'est la boucle tankée. Après while et do while, voici la dernière boucle qui est la boucle for each. Très utile pour parcourir une collection. Bon, quand je dis collection ici, c'est-à-dire une structure qui contient un ensemble de données. On verra ça dans la partie structure des données. Il y a les tableaux, des listes, c'est-à-dire ça contient un ensemble de données. Alors, si on a besoin de parcourir tous les éléments de cette collection, de cette structure qui contient beaucoup de données, on peut utiliser la boucle for each. Comment ça se passe? La syntaxe est là. Regardez. Notre exemple, c'est le tableau qui contient les notes des étudiants, le premier à 14, le deuxième à 18, le troisième à 9, 16 et 12,
Alors, je vais par exemple faire la somme de ces notes-là pour calculer la moyenne. Alors, qu'est-ce que je fais? La syntaxe est là. Quand vous mettez for each, ça c'est une variable. Bon, c'est de type entier. On n'est pas toujours obligé de déclarer la variable directement dans la boucle. On peut déjà déclarer notes, la variable, et venir utiliser ça. Alors, quand vous mettez notes in notes avec S, c'est-à-dire la collection, automatiquement, la variable que vous allez mettre là va prendre chaque élément de la collection. Ici, au premier passage, note prend la valeur 14. Ça va exécuter tout ce que vous avez mis là. Par exemple, ici, on a dit somme égale somme plus note. Note, c'est 14. Et somme était 0. Donc, 0 plus 14, ça sera 14. Quand ça arrive à la fin, automatiquement, la variable prend la valeur suivante qui est 18. Donc, au deuxième passage, la valeur des notes sera 18. Quand ça arrive à la fin des instructions de la boucle, ça prend la valeur suivante 9. Le troisième passage, la valeur des notes sera 9. Ainsi de suite. Donc, ça permet de parcourir tous les éléments d'une collection. On va vraiment expérimenter ça quand on va parler de structure des données. Donc, retenez que si on veut parcourir une collection, si on veut accéder à tous les éléments d'une collection, on utilise la boucle for each. Donc, la variable que vous allez mettre là va automatiquement prendre chaque élément de quoi? De la collection. Voilà. Alors, ça peut arriver que quand on travaille avec des boucles, qu'on puisse chercher à contrôler le flux de la boucle. C'est-à-dire, on peut peut-être quitter immédiatement la boucle ou on peut passer à l'itération suivante. Et pour cela, on a deux instructions. Il y a break qui permet de quitter immédiatement la boucle. C'est-à-dire, même si la boucle avait 10 itérations, on est par exemple au niveau de la troisième itération. Dès qu'on croise break, automatiquement, on quitte la boucle. Ça ne va plus exécuter les autres itérations. Illustrons ça par un exemple pratique. Imaginez-vous que vous cherchez un livre qui s'appelle Programmation en C. En programmation en C# dans un carton qui contient 100 livres. Vous devez parcourir tous les livres pour rechercher programmation en C. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez le premier livre, première itération. Si ce n'est pas les livres de programmation en C, vous passez au deuxième livre, deuxième itération, troisième livre, troisième itération. Arrivé par exemple à la cinquième itération, vous trouvez les livres de programmation en C#. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez plus continuez à chercher les autres livres. Donc, directement, vous vous arrêtez là. Dans la boucle qui devait aller de 1 à 100, parce que vous avez 100 livres, vous devriez normalement parcourir 100 livres, mais à la cinquième itération, par exemple, vous trouvez déjà ce que vous cherchez. Conséquence, vous sortez immédiatement de la boucle. Et ça, c'est grâce à break. Donc, regardez. Ici, par exemple, quand je mets I égale 1, I inférieur égal à 10, vous savez, je dois aller de 1 à 10. Alors, ici, dans la condition, je mets si I égale 5, break. Une parenthèse, ça tombe aussi bien. Regardez, pour une structure conditionnelle, si dans la structure, il n'y a qu'une seule instruction, par exemple ici, I égale 5, break, on n'est pas obligé de mettre les accolades. Mais si ça vous complique ou pour la lisibilité, ici, quand vous mettez I égale 5, vous ajoutez accolade et vous fermez avec accolade. Ça ne fait pas partie des if. Donc, c'est logique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il doit avoir des valeurs de 1 à 10. Il prend la première valeur qui est 1. On vérifie, est-ce que 1 égale à 5? C'est non. On ne va pas exécuter break. On affiche I. Ensuite, il prend la valeur suivante qui est 2. On affiche 1 qui est I. I maintenant c'est 2. 2 n'est pas égal à 5. On affiche 2. I égale 3. On affiche 3. I égale 4. On affiche 4. Maintenant, quand I va prendre la valeur 5, on vient ici. Est-ce que 5 égale à 5? C'est vrai. La condition est vraie. On fait quoi? Break. Break, c'est-à-dire on sort immédiatement. On va même plus exécuter ça. Ça va continuer avec ce qui va venir après ici. Donc, ça va venir afficher 5, 6 et les restes. Ça, c'est le fonctionnement des breaks. Regardez un peu ici l'ordinogramme. Ça, c'est la boucle. Si c'est vrai, on entre dans la boucle. Quand on est dans la boucle, si la condition
de break est vérifiée. Si la condition de break n'est pas vérifiée, si c'est non, on rentre encore pour continuer avec la boucle. Mais dès que la condition de break est vérifiée, vous voyez, on sort immédiatement de la boucle. Ça se break. Deuxième élément, c'est continue. Voilà, c'est ici. Lui fonctionne comment? Break quitte immédiatement la boucle. Comme on a fait là, la boucle avait 10 itérations. Mais à la 5e itération, déjà, on a trouvé break, ça saute. La 5e, la 6e, jusqu'à la 10e itération. Mais avec continue, comment ça fonctionne? Avec continue, lui, fait comment? Quand il trouve continue, ça saute l'itération en cours pour passer à l'itération suivante. Une illustration. Vous voulez, vous cherchez un chapitre intitulé Le boucle en C#. C'est-à-dire, ce chapitre-là doit se trouver dans les livres de C#. Mais vous avez un carton qui a 100 livres de plusieurs disciplines. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez le premier livre, par exemple, de la première itération, c'est un livre de mathématiques. Vous n'allez même plus continuer à regarder les plans de ces livres-là parce que vous savez déjà que les chapitres que vous cherchez ne sera pas dans ces livres-là. Vous passez au deuxième livre. Supposons que le deuxième livre, c'est un livre de C#. C'est alors que vous allez maintenant ouvrir pour regarder les plans, pour voir si le chapitre que vous cherchez se trouve dans ces livres. Si le chapitre n'est pas dans les livres, vous passez au troisième livre. Si par exemple c'est un livre de chimie, vous n'allez même pas ouvrir le plan pour regarder. Ainsi de suite. C'est comme ça. Regardez le fonctionnement des continues. Ici aussi, I devait aller de 1 à 10. Alors, on a mis I modulo 2. Modulo, vous le savez, c'est le reste de la division entière. Par exemple, si j'ai fait 5 modulo 2, ça va me renvoyer 1. Parce que si vous faites 5 divisé par de la division entière, ça va donner 2. Le reste, c'est 1. Et le modulo, lui, renvoie les restes. Alors, continue, c'est seulement pour cette condition. I égale 1. Est-ce qu'un modulo d égale à 0? Non, le reste de la division entière de 1 par d n'est pas égal à 0. Donc, ça ne va pas exécuter continue. Ça va afficher I. Ça affiche 1. Il prend la valeur suivante qui est 2. Ça vient ici. Est-ce que 2 modulo 2? C'est en d'autres termes si c'est un nombre pair. Parce que le nombre pair, le reste de la division par d, c'est 0. Est-ce que d est pair? Oui. Continue, ça dit, dès qu'on trouve ça, on ne continue plus avec le reste des instructions de la boucle. Automatiquement, on rentre ici pour passer à l'itération suivante. C'est ce que continue veut dire. Donc ici, quand on voit que 2 modulo 2, c'est 0, de la condition est vérifiée, continue, c'est-à-dire, ne continue plus avec le reste des instructions. Fait quoi? Rentre pour incrémenter la valeur suivante. Donc, je ne vais pas exécuter ça. Conséquence, D ne s'affiche pas. Il prend la valeur 3. 3 modulo D n'est pas égal à 0. Continue ne s'exécute pas. On va afficher 3. Pareil pour 4. 4 modulo 2, c'est 0. La condition est vérifiée. Continue, c'est-à-dire ne continue plus avec les instructions. Continue à l'itération suivante. Donc, ça va passer directement à 5. C'est pourquoi vous voyez que 4 n'est pas affiché, ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça que fonctionne continue. Donc, dès qu'on trouve ça, automatiquement, on ne continue plus avec les restes des instructions. De quoi? De la boucle. Ça fait quoi? Ça passe directement à l'itération suivante. Alors, il est aussi possible d'avoir des boucles imbriquées, c'est-à-dire une boucle qui se trouve à l'intérieur d'une autre boucle. Ça peut arriver. Alors ici, regardez, vous avez la boucle for I égale 1 qui se trouve dans la boucle. Vous avez encore une autre boucle G. Alors, comment ça se passe? Comment ça fonctionne lorsque vous avez une boucle imbriquée dans une autre boucle? C'est un peu comme les aiguilles d'une montre. Vous avez l'aiguille qui indique le heure. Ça, c'est la boucle externe. Et l'aiguille qui indique le minute, là, vous avez la boucle intérieure. Alors, I prend la première valeur qui est 1. I égale 1, on entre dans la boucle. Et à l'intérieur, il y a encore une boucle. Alors, quand I égale 1,
J va faire le tour complet, c'est-à-dire J serait égal à 1, I toujours 1, J égale 1, 2, I toujours 1, J égale 3, I toujours 1. Vous voyez, c'est illustré ici. I égale 1, J égale 1, J égale 2, J égale 3. C'est-à-dire, I garde la valeur 1, J fait le tour complet. Quand J termine le tour complet, c'est alors, on arrive ici, I maintenant passe à la valeur suivante 2. Quand I prend la valeur 2, J refait encore le tour complet. Donc, J égale 1 jusqu'à 3. C'est ce qui est illustré là-bas. Donc, c'est comme les aiguilles d'une montre. Pour que l'aiguille de 2 heures puisse quitter de 12 à 1, il faut que l'aiguille de minutes puisse faire quoi? Le tour complet. Voilà. Et aussi, attention aussi aux boucles infinies, c'est-à-dire lorsque la condition est toujours vérifiée. Alors, pour finir, on va faire un petit tableau de comparaison pour voir dans quelle situation il faut utiliser telle ou telle boucle. Alors, on a vu 4 boucles. Pour la boucle for, utilisez ça si le nombre de répétitions est connu d'avance. Donc, si on connaît le nombre de répétitions, la bonne chose à faire, c'est d'utiliser la boucle for. On va utiliser while si le nombre de répétitions n'est pas connu d'avance, généralement, et si on sait que le contenu de la boucle peut ou n'est pas s'exécuter, c'est-à-dire qu'on gère, le contenu peut ou n'est pas s'exécuter, là vous allez utiliser la boucle while. Et si vous ne connaissez pas le nombre de répétitions, mais que le contenu de la boucle doit s'exécuter au moins une fois, là, utilisez do while. While si ça peut ou ne pas s'exécuter, ça peut s'exécuter 0 ou plusieurs fois. Et si vous savez que ça doit s'exécuter une ou plusieurs fois, c'est-à-dire au moins une fois, là, utilisez do while. Et utiliser for each, c'est pour parcourir une collection sans gérer les indices. Là, utilisez la boucle for each qu'on va vraiment voir en détail quand on va parler des structures des données. Merci et à très bientôt.